On m'a demandé de réfléchir aux résultats de l'ECDEM, ce que j'ai tenté de faire. Je veux quand même dire qu'il faut y réfléchir différemment si on est un chercheur. Je ne sais pas c'est quoi votre image des chercheurs. Ça nous aide beaucoup d'être grincheux, d'être méfiants, de poser des questions embêtantes. Tantôt, j'ai eu une longue discussion avec Isabelle sur la mesure, puis comment les gens ont fait pour calculer leur score, puis tout ça, puis je sentais presque un petit peu d'impatience. Puis si on est gestionnaire, si on est une personne qui est préoccupée par l'intervention puis la prévention, on réfléchit à ces données-là un petit peu différemment. Alors, j'aimerais ça, dans le fond, ce que je veux faire avec vous maintenant, c'est avoir cette réflexion-là. Je vais parler un tout petit peu de l'ECDEM. Je vais reprendre quelques éléments qui étaient importants dans la présentation de Monique et Isabelle tantôt par rapport à la mesure. Puis je vais ensuite aborder la question de comment un chercheur réfléchit à ce genre de résultats-là qu'on a obtenus. Puis après ça, je vais me proposer, je vais essayer de changer de chapeau. Je vais mettre un chapeau d'un gestionnaire qui doit gérer, par exemple, un programme comme les CIP ou comme quelque chose de ce type-là, pour voir un peu qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis je vais vous proposer quelque chose aussi que je pense qui est vraiment très, très important puis auquel on a besoin de nous attarder. Geneviève Lamonde est ici. Elle m'a souvent entendu parler de ça. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur de dire que probablement notre plus grand défi, c'est plus un défi de connaissance de données fondamentales, ni sur nos populations, ni sur... On a besoin d'avoir ces informations-là. Ça, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir ces informations-là, mais on n'est pas surpris par des résultats qu'on obtient. Notre défi maintenant, c'est de traduire des choses qu'on sait en intervention qui vont être dans l'expérience des parents et des intervenants. Ce qui est différent de ce que pouvait être le défi il y a quelques années. Alors, excuse-moi, j'ai combien de temps? Combien? 30 minutes. Parfait, OK. Alors, si on doit juste se rappeler rapidement de l'ECDEM, le but principal de l'ECDEM, c'est de cartographier le développement de l'enfant et la préparation à l'entrée scolaire dans les différentes régions du Québec. C'est fondé sur une mesure qui a vraiment fait l'objet d'un processus de validation assez approfondi. On devrait avoir confiance dans la mesure. Avoir confiance, ça ne veut pas dire avoir de la foi. D'accord? Avoir confiance, ça veut dire c'est une mesure qui nous aide à bien fonctionner dans différentes circonstances. C'est un grand filet qui va nous aider à attraper plein de poissons. Mais ce n'est pas quelque chose avec lequel on attrape tous les poissons. D'accord? On n'a pas toutes les informations qu'on veut, mais on peut avoir confiance dans notre filet. Je pense que c'est important, cette idée-là. Il y a quelques informations que j'aimerais vous communiquer par rapport à l'ECDEM qui reflètent le caractère grincheux des chercheurs quand on discute de ce type de mesure-là. D'accord? Premièrement, c'est une mesure qui a 5 sous-échelles, 5 domaines, et aussi on obtient une mesure globale. Et si on prend la mesure globale, si on regarde l'étude qui a été faite en 2012, et on prend la mesure, si on prend les 5 sous-échelles, on a un enfant sur 4 qui a des vulnérabilités. Mais si on prend la mesure globale, on a juste un enfant sur 5 qui a des vulnérabilités. On a une bonne différence. D'accord? Et la mesure qui fonctionne le mieux, c'est la mesure globale. D'accord? Fait que le chercheur, quand il regarde les chiffres, il sait, il connaît la littérature dans ce domaine-là, puis il dit, la meilleure mesure, c'est celle où on prend toutes les 5 catégories, on les met ensemble, puis on dit, OK, c'est quoi les dixièmes percentiles? Est-ce que c'est 1 sur 4 ou 1 sur 5? C'est 1 sur 5. Fait qu'on a l'équivalent d'une différence de 20 de différence de calcul dans le nombre d'enfants perçus comme étant vulnérables selon la façon dont on utilise la mesure. Vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, je veux juste vous dire que c'est une nuance qui est quand même importante. C'est important parce que je ne pense pas que nous sommes aux prises avec un problème majeur quand on regarde ces chiffres-là. OK? Je pense qu'on est en train de décrire une population qui, somme toute, puis j'aime beaucoup le commentaire de Monique tantôt. Oui, puis là, Monique. J'aime beaucoup le comment... En tout cas, là-bas, quelque part, qui disait essentiellement, on devrait être encouragé à quelque part des résultats qu'on obtient. Il y a quelque chose de très positif de dire... On a à peu près 75-80% de nos jeunes, puis ça dépend comment on utilise cette mesure, qui sont prêts à rentrer à l'école avec très peu de vulnérabilité. Wow! On parle d'une société qui, a 50 ans, n'avait pas de système scolaire public. On parle d'une société qui, a 50 ans, était essentiellement agricole, puis c'était pas une préoccupation pour nous d'avoir ce genre de choses-là. On devrait avoir une certaine... Je vais faire attention parce que je suis vraiment
pas très favorable à l'idée de catastropher notre système d'éducation. Je trouve qu'il est excellent. D'accord? On a des ajustements à faire. On devrait rémunérer nos enseignantes plus qu'on les rémunère. Vous pouvez m'applaudir si vous voulez. On devrait... Merci. Ça fait du bien. Même si je l'ai demandé, ça me fait du bien. C'est drôle, hein? On a des ajustements à faire. On a un taux de décrochage qui est plus élevé que dans la plupart des endroits en Occident. Mais si on regarde d'où on vient, on a beaucoup de raisons d'être très fiers. Puis je pense qu'on a besoin d'arrêter de s'auto-flageller au sujet de notre système d'éducation. Il est très bon. Et la panique qu'on a actuellement, elle sert très bien le fonctionnement de certaines personnes. Puis je ne veux pas qu'on tombe dans cette panique-là. On va faire des erreurs, comme il y a eu des erreurs qui ont été faites historiquement dans d'autres contextes, des réformes, des choses, si on cède à cette espèce de panique. Notre système est très bon. Puis je vous dirais, quand on regarde nos jeunes du secondaire qui se retrouvent dans des compétitions de mathématiques, de sciences, d'histoire, on accote les Finlandais, on accote les Coréens, puis on accote les Suisses, puis c'est les pays qui ont supposément les meilleurs systèmes. D'accord? Il y a des provinces canadiennes qui viennent chez nous pour avoir des leçons sur qu'est-ce qu'on fait en sciences parce que nos jeunes vont très, très bien en sciences. Alors, j'aimerais ça qu'on arrête de catastropher notre système. Là, je me suis emporté un petit peu, là. Si je continue, je vais commencer à avoir un coulis de bave qui va sortir, mes dents vont pousser, mes yeux vont sortir de leurs orbites. Il faut que je fasse un petit peu attention parce que je m'emporte. Mais je veux juste dire qu'on a un excellent système d'éducation qui a besoin d'ajustements. Faisons attention comment on apporte ces ajustements-là. Il n'y a pas de maternelle 4 ans. Alors, quelques éléments. Je vous ai parlé du phénomène de validité. L'autre, c'est la différence dont je vous parle par rapport à la question de comment la mesure fonctionne, c'est quelque chose qui est normal. Il y a plusieurs échelles qui ont cette différence-là. Que quand je prends une sous-échelle d'une échelle à accepter, la validité est moins bonne que quand je prends l'échelle au complet. C'est souvent le cas dans nos mesures. Il faut s'attendre à ce genre de situation-là. C'est aussi, tantôt, Isabelle parlait de la difficulté ou Isabelle ou Monique, je me souviens plus, parlait de la difficulté qu'on peut avoir quand on travaille avec des communautés culturelles. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Une des choses qu'on sait au Québec, c'est que depuis, il me semble que c'est depuis 2008 ou 2010, j'oublie exactement la date, l'essentiel de l'augmentation de la population au Québec est attribuable à l'immigration. Fait que quand on a des différences, surtout des petites différences de 1 ou 2 dans nos scores, est-ce possible que ce soit à cause de ce genre de choses-là? Je présume que les gens de l'ISQ, quand ils font les analyses, sont en train de tester ces choses-là. Je pense qu'Isabelle me disait que c'est effectivement des hypothèses qu'ils ont voulu examiner. Mais c'est le genre de choses qu'on a besoin d'avoir comme information qui nous est communiquée. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce qu'on sait que la mesure fonctionne un petit peu moins bien quand on travaille avec des communautés culturelles. Elle est davantage une mesure d'intégration que de développement cognitif de l'enfant. Elle pourrait être. Elle ne l'est pas nécessairement. Puis l'autre élément, c'est la question de l'âge de l'enfant qui a été soulevée par Isabelle dans sa présentation. C'est vrai que, je veux dire, la mesure fonctionne bien si elle nous montre que les plus jeunes sont plus vulnérables que les plus vieux. La mesure est c'est un indice de validité de la mesure qu'elle distingue entre les plus jeunes et les plus vieux. C'est quelque chose de positif que notre mesure fonctionne comme ça. Mais ça veut dire, nous, en tant qu'intervenants, ça veut dire qu'on doit être très sensible à cette question-là de est-ce que dans notre population, dans notre classe, dans notre contexte, on est aux prises avec une cohorte qui a plus de jeunes plutôt que plus de vieux? Ça, c'est le genre de question que soulève la mesure. Je ne dis pas ça, puis entendez-moi pas disqualifier la mesure, je l'aime beaucoup cette mesure-là. Je pense que c'est un très bon filet pour attraper beaucoup de bons poissons. D'accord? C'est juste qu'il faut être conscient que, comme dans n'importe quel outil avec lequel on travaille, n'importe quel marteau, n'importe quel scie, il va y avoir des forces, puis il va y avoir des faiblesses. Il faut les savoir pour savoir comment tenir le marteau ou comment utiliser la scie. C'est bon? L'ECDEM est utilisé dans d'autres pays, ce qui est très important pour nous parce que ça nous permet de faire des comparaisons. Ça nous permet de voir comment les choses se passent ailleurs. Tantôt, Isabelle me parlait, puis elle me disait qu'en Colombie-Britannique, ils sont rendus à leur 5e cueillette de données. Quand même, ça veut dire qu'on est capable de voir, est-ce qu'ils ont des augmentations de 2 % comme on a eu cette année? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ça, c'est très important d'aller voir ça. Et puis l'autre chose qui est très encourageante pour nous, qui vient asseoir cette mesure-là, c'est qu'elle... Monique a fait référence au fait qu'elle est utilisée avec... a été validée avec l'ELDEC. L'ELDEC, c'est une très belle étude qu'on a réalisée au Québec qui suit des enfants qui ont commencé... qui sont nés, je pense, autour de 1995. Vraiment un échantillon représentatif des enfants québécois nés il y a une vingtaine d'années.
Puis, à un moment donné, on a administré la mesure, l'IMDPE. L'IMDPE, c'est ça. Et on a vu que l'IMDPE était associé à la réussite des jeunes puis au fonctionnement des jeunes dans le milieu scolaire. C'est très important. Ça veut dire que notre mesure, elle fonctionne pas juste quand on veut prendre une photographie de quelque chose qui se passe maintenant, mais elle semble nous aider à prédire des choses. Pas chaque enfant. Vous avez vu la présentation d'Isabelle et Monique où on a vu que quand on avait une vulnérabilité, il y avait la moitié des enfants qui allaient très bien à l'école, vous vous souvenez? C'est pas une idée où on identifie tous les enfants qui vont avoir des problèmes. C'est une idée où on est en train d'aller chercher la moyenne des ours pour un territoire. On est en train d'essayer de trouver où sont le plus de poissons qu'on peut attraper. Vous me suivez? Puis dans ce contexte-là, cette mesure-là nous aide à prédire la moyenne des ours de la réussite scolaire des enfants. Plus que ça encore, les études qui ont été réalisées dans d'autres régions. Tantôt, on nommait l'Australie. L'Australie ont fait beaucoup de travaux avec cette mesure-là. Ils ont publié énormément avec cette mesure-là. Puis qu'est-ce qui ressort chez eux? C'est que c'est en lien avec la santé physique des enfants dans le temps. Ça prédit des éléments de la santé physique, du développement langagier, de la santé mentale et du développement de symptômes de difficultés comportementales, socio-émotionnelles. Fait qu'il y a quelque chose dans cette mesure-là qui est important autour duquel on doit porter attention pour nous aider à comprendre nos enfants. C'est important de dire que sur le plan scientifique, on est en train de vouloir utiliser la mesure, pas pour la science, mais pour l'administration, la gestion, l'organisation de nos services. On veut savoir où on est dans un environnement de ressources limitées, on ne peut pas avoir plein de services pour tout le monde partout, et on veut avoir une idée de où est-ce qu'on doit dédier nos ressources. Et pour ça, la mesure fonctionne très, très bien. Mais sur le plan scientifique, elle ne nous donne pas de nouvelles informations. La seule manière qu'elle pourrait nous donner des nouvelles informations, c'est si, après quelque temps, elle nous montre qu'il y a une amélioration ou une dégradation du développement de nos enfants, avec le temps. 2 points de données, ce n'est pas assez pour nous donner cette information-là. Il faudrait que ça prenne plusieurs points de données. OK? Le but de l'étude n'est pas de nous donner des informations scientifiques. Le but de l'étude, c'est d'aider dans l'organisation des services. Puis c'est là qu'il y a un cri du cœur, vous sentez un deuxième cri du cœur dans la présentation, un cri du cœur qui est, c'est important pour les gestionnaires de programmes de travailler avec cette mesure-là pour savoir où puis peut-être que vous le savez déjà, peut-être que les quartiers rouges, vous les connaissez déjà, mais c'est là qu'on a besoin de ressources. Les quartiers rouges, maintenant, c'est là qu'on en a besoin pour les enfants qui ont suivi et les enfants qui s'en viennent. Alors, ce n'est pas une mesure diagnostique, on l'a dit assez souvent. Ce n'est pas une mesure d'évaluation. C'est ça. Ça n'enlève pas l'importance de valider. Je veux juste nommer aussi les différences entre la passation 2017 et la passation 2012. Probablement que c'est le genre d'information qui est accessible facilement pour la plupart d'entre vous, mais il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui ont été évalués cette fois-ci que la dernière fois. Beaucoup plus d'enseignants étaient impliqués, beaucoup plus d'écoles étaient impliquées. Alors, il y a quelque chose à faire avec ça. Et l'autre élément, c'est que quand on veut décider qu'un enfant est à risque, vulnérable, on prend les scores de 2012 pour établir le seuil de comparaison. Tandis qu'en 2012, on avait un score contemporain. En 2017, on utilise un score précédent. C'est une stratégie, c'est une façon qui a ses forces et ses faiblesses d'utilisation. Il faut le savoir, d'accord? Ça, c'est le chercheur méfiant grincheux, d'accord? Alors, le plus important aspect de l'ECDEM concerne la manière dont elle cartographie la présence des enfants vulnérables. On dépasse le simple fait de marquer la présence de facteurs de risque. On est en train de dire aux gens qui ont des difficultés, on sait où est-ce que vous restez. OK? On sait où est-ce que vous êtes. C'est vraiment un outil précieux. Ça veut dire que si vous voulez faire quelque chose de plus sérieux, par exemple, à l'intérieur des CIP, des programmes de négligence, à l'intérieur de vos activités de groupe de parents, vous savez dans quelle communauté ils doivent s'installer. Ils ne vont pas s'installer dans les places où tout va bien. Vous les rendez disponibles peut-être dans ces places-là, mais vous êtes en train de cibler les places qui ne vont pas bien. La mesure de 2017 permet une seconde sonde du développement de l'enfant, mais on ne pourra pas, avec 2 points de mesure, capter trop de tendances. Puis j'ai beaucoup apprécié la nuance qu'Isabelle apportait quand elle disait, il y a des différences statistiquement significatives entre cette fois-ci puis l'autre fois. On a beaucoup d'enfants, on a énormément de ce qu'on appelle de la puissance statistique pour trouver des différences. Et une des affaires qu'il faut faire attention, c'est de dire, ça veut dire que... On n'est pas dans ce registre-là. Je veux juste vous parler d'une étude qui était dans ce registre-là. Il y a 2 études importantes qui ont été réalisées aux États-Unis par rapport à la question de l'anxiété. Les Américains sont très préoccupés par le fait que leurs jeunes, les adolescents, sont très, très anxieux.
Regardez dans ces deux études-là le type d'augmentation dont il est question qui concerne beaucoup les autorités de santé publique américaines. Dans la première étude, on a commencé en 1985, on avait une prévalence de 18 avec une mesure, avec un seuil clinique bien établi qu'on a appliqué à plusieurs moments. En 2000, on a une augmentation assez substantielle. On a 28 des jeunes qui se disent anxieux. Puis en 2016, il y a 2 ans, on a 41 des jeunes qui se disent anxieux. Ça, c'est le genre d'augmentation que si on voit ça avec l'ECDEM, là, on est préoccupé. Vous me suivez? Dans une autre étude qui a suivi le même phénomène à partir de l'époque de la Grande Dépression, donc avant les guerres, on a suivi le même phénomène avec une mesure que peut-être certains d'entre vous connaissez, le MMPI, une espèce de test qui va chercher toutes sortes de différents phénomènes cliniques qu'on utilise encore actuellement aujourd'hui, qui est encore utilisé. On voit une augmentation en 1938 et 2007 de 600 des cotes de prévalence de niveau d'anxiété. Dans une vaste étude, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui participent à cette étude, qui participent à chaque année à cette étude-là. Je pense qu'il y a comme 80 000 personnes qui sont sondées à chaque année. Puis on voit dans le temps une très forte augmentation. Mais regardez le temps dont on parle. Fait que pour nous, de pouvoir commencer à nous inquiéter par rapport à l'ECDEM, il va falloir un petit peu de temps. C'est pas une étude, c'est pas une ponction de données, c'est pas une sonde là, avec laquelle on s'inquiète. La variation qu'on a, mon interprétation personnelle, puis peut-être que je vais vous revenir dans 3 ans, puis je vais vous dire « Ah non, c'était le début de quelque chose. » D'accord? C'est possible, ça. Mais actuellement, je serais vraiment embêté de m'inquiéter à ce sujet-là. J'aurais trop de questions à poser avant d'aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Je suis correct, je ne sais pas si les gens ont une question. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là, parce que ça, c'est vraiment un élément important de mon intervention de cet après-midi. Oui. Chez nous, on travaille plus du côté scolaire, un peu du côté de la petite enfance. Oui. Vous avez parlé de l'ECDEM qui nous permet de savoir où sont maintenant ces enfants-là qui sont vulnérables. Au niveau scolaire, on utilise le facteur de défavorisation. Est-ce que ça voudrait dire qu'éventuellement, quand on aura des données vraiment, peut-être plus de données, qu'on devrait plutôt utiliser comme outil prédictif ou d'attribution des finances additionnelles, parce qu'on sait que c'est ça qui vient avec les facteurs de défavorisation, d'utiliser l'ECDEM plutôt que la mesure de facteur de défavorisation? Je pense que la question est très, très intéressante. La vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Il faudrait poser la question aux données. Il faudrait regarder. Mais la question est très intéressante. C'est une question légitime à la lumière de ce qu'on est capable d'aller chercher avec l'ECDEM. Oui. Oui. Il n'y a rien qui empêche actuellement les écoles de les prendre aussi pour savoir comment structurer les commissions scolaires, pour savoir comment attribuer par exemple, des orthopédagogues volantes ou des professionnels qui pourraient être... D'une école, oui. Non, c'est ça. Je comprends bien la question. Mais oui, alors je ne sais pas. C'est une bonne question. OK. Alors, il faut être patient. Je suis désolé. Si jamais l'augmentation s'avérait être, la petite augmentation qu'on a cette année s'avérait être le début d'une tendance qu'on va noter dans le temps, une des choses qu'on va vouloir poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Puis là, on a des questions très précises. Les études dont on a parlé dans la première présentation nous donnent des bonnes pistes à savoir qu'est-ce qui peut être à la base de ces changements-là, de ces différences-là. D'accord? On peut poser des questions sur la population. Tantôt, on avait des secteurs de la région, de la capitale nationale qui avaient augmenté. On peut poser la question, est-ce que c'est parce que les enfants vont moins bien ou bien il y a eu un mouvement de population? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des changements dans la composition de la population? Est-ce qu'il y a eu des situations, par exemple, on sait que dans certains cas, il y a des commerces qui ferment et tout d'un coup, les gens se retrouvent sans emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... Ça, c'est le genre de questions qu'on veut poser, qui peut être à la base de changements. Fait qu'on a des informations qui viennent de 50 années de science dans le domaine du développement de l'enfant qui nous aideraient à explorer ces choses-là. Et dans ce contexte-là, je fais référence aux éléments qu'a mentionné Isabelle et Monique tantôt, les 2 études qui vont être réalisées avec les données de l'ECDEM pour savoir un petit peu mieux qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce qu'on a ces tendances-là, cette tendance-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? J'aurais quand même le goût de dire que ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe beaucoup. D'accord? En tant que chercheur, j'ai des oreilles, j'ai des yeux, je suis un petit peu alerté, je suis un petit peu intrigué.
mais ça ressemble trop à une variation normale dans le fonctionnement d'une échelle. C'est bon? Oui. Posez-vous la question si vous complétez une mesure de bonne humeur tous les matins de l'année. Il va y avoir des variations de 2%. D'accord? Il va peut-être même y avoir des variations de 2% de minute en minute. Le gestionnaire, par exemple, il y a vraiment un outil intéressant, et je trouve que la question que vous posez, c'est une question qui va dans ce sens-là. L'ECDEM permet d'identifier très bien les endroits où habitent les enfants qui ont le plus de difficultés. Alors, dans ce contexte-là, on devrait être en train de réfléchir à comment structurer nos services. Les premiers enfants qui sont ciblés par ces découvertes-là, c'est les enfants qu'on voit comme étant vulnérables. On a les secteurs où ils sont. Les écoles dans ces secteurs-là, ou qui desservent ces secteurs-là, devraient être alertées à ça. Je me demande même si c'est pas possible de dire, on en a combien de ces enfants-là dans notre milieu scolaire. Je ne sais pas, quand vous allez faire la tournée des régions, si c'est possible de donner des informations très précises à ce niveau-là aux écoles. Vous avez en première année l'an prochain, ou en deuxième année l'an prochain, 28 enfants qui étaient dans des secteurs rouges de l'ECDEM. C'est important pour l'organisation des services. Peut-être que vous allez demander à votre orthopédagogue qui passe plus de temps en 5e et 6e année d'aller passer un petit peu plus de temps en 2e puis en 3e pour être sûr que ces enfants-là reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Vous me suivez un petit peu par rapport à ça? Ça, c'est le genre de choses où il faut être très actif, très intentionnel par rapport à la structure des services. C'est sûr qu'on ne veut pas perdre les choses qui sont en train de se faire. Il y a un programme qui est vraiment très, très bon qui s'appelle la forêt de l'alphabet qu'on fait avec les jeunes en maternelle. Vous connaissez? Oui. Vous ne voulez pas dire qu'on ne fait pas la forêt de l'alphabet parce qu'il faut suivre les... Il faut faire attention aux décisions qu'on prend, là. Mais l'idée, c'est que c'est de l'information qui peut aider dans l'organisation des services. Il y a aussi que c'est de l'information qui est importante dans l'organisation des services en prévention. Puis là, on interpelle davantage les services de garde et les services sociaux. Parce que c'est eux qui sont largement en contact avec les enfants avant qu'ils arrivent à la maternelle. Puis là, on parle de nos programmes. Puis on est en train de dire où est-ce qu'on va cibler nos programmes, dans quels endroits on va les destiner de manière prioritaire. Puis on va équiper notre monde, on va former, puis on va réfléchir à comment on va structurer nos affaires. C'est pas super complexe, hein? Les enfants qu'on a suivis, puis qui continuent leur cheminement, qu'on sait qu'ils viennent de quartiers rouges, on veut travailler avec eux dans le milieu scolaire parce que c'est là qu'ils sont plutôt faciles à rejoindre. Les enfants qui sont plus difficiles à rejoindre sont ceux qui sont dans les quartiers rouges, mais que ça dépend de l'organisation de nos services sociaux, ça dépend de nos CPE, c'est plus compliqué. D'accord? Puis là, ça implique un peu plus d'imagination, un peu plus d'entre-gens pour essayer d'aller voir ces familles-là, de les interpeller, de leur dire comment faire pour les interpeller dans une communauté dont ils vont être convaincus qu'elle est bienveillante. C'est vraiment la question. C'est vraiment la question. Je pense que la plupart des programmes qu'on a au Québec, nos programmes sont très, très bons sur papier. La plupart des programmes qu'on a au Québec sont vraiment des programmes qui ont été développés dans cette perspective-là, d'être des communautés bienveillantes. J'étais en France récemment, puis ce type de programme-là passe pas bien en France parce que les gens sont méfiants. Ils sont méfiants de personnes qui viennent à la maison. C'est comme si d'un contrôle social qui pourrait être mis. Tandis que chez nous, au Québec, on a comme plus de facilité, mais c'est dans 1 à 1 que ça joue. C'est là que toute l'expérience clinique que peut avoir une intervenante devient drôlement important parce que c'est comme si l'efficacité d'un programme dépend de sa capacité de tisser ce premier lien, cette première connexion de confiance avec les familles qui, normalement, si vous venez chez nous et vous voulez travailler avec moi et mes enfants, je ne veux pas avoir un regard super favorable. Vous allez devoir me convaincre. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de normal dans ça. Alors, c'est là que la connaissance intime de la population, la connaissance importante de la population est importante. Rapidement, on est en train de vouloir réfléchir au CIUS, puis aussi avec d'autres CIUS, à comment faire quelque chose qui va essayer d'atteindre ces secteurs rouges-là. Je ne veux pas prendre trop de temps sur cette question-là. Je veux en venir au fait que ce genre d'informations-là, ce genre de résultats,
nous lance toujours dans quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Je veux vous lire une paraphrase, une traduction paraphrasée d'un texte qui sort d'un article qui était publié, d'un éditorial qui était publié dans une revue très, très spécialisée, en 2006, donc il y a quand même plusieurs années. Fait que, quand vous entendez les choses qui sont dites, dites-vous que c'est quelque chose que les gens disaient il y a quand même quelques années. Puis, c'est quelque chose que j'aime dire et redire parce que je pense que ça nous dit c'est quoi notre défi. Nos données nous disent qu'on a un enfant sur 5, un enfant sur 4, quelque chose dans cet ordre-là, qui est vulnérable et qui a besoin d'un certain accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui est important. On sait même où est-ce qu'il reste, à peu près. On a le code postal. D'accord? Puis là, la question va être, comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire de le soutenir, concrètement? Si on a vu tantôt que ce qui est important, c'est les interactions par enfant, on voit que c'est quelque chose qui est pertinent, qu'est-ce qu'on fait? Si on voit qu'il y a des difficultés langagières, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement. Voici ce que disent ces chercheurs. C'est des chercheurs qui sont vraiment des gourous. Des gourous, des personnes très, très bien connaissantes des phénomènes des familles qui sont vulnérables. C'est un peu des rockstars de la psychologie du développement dans des situations de vulnérabilité. Voici ce qu'ils disent. Alors, ils disent ça en 2006. Si on nous avait demandé il y a 20 ans, donc en 1986, ce que nous pouvons faire pour mieux aider les enfants de familles très vulnérables, nous n'aurions pu que pointer vers quelques pistes prometteuses. En 2006, nous ne pouvons plus invoquer l'ignorance. Il nous reste beaucoup à mieux comprendre sur les dynamiques régissant l'efficacité de nos programmes, mais nous avons maintenant suffisamment de connaissances pour que le défi de la connaissance ne soit plus un obstacle à la prévention efficace auprès des familles dans le besoin. Le défi concerne maintenant notre capacité et notre volonté à implanter ces stratégies prometteuses pour qu'elles fassent partie du quotidien des intervenants et qu'elles fassent partie du quotidien des familles. C'est un vrai défi communautaire. C'est un vrai défi communautaire. Communautaire pour nous, la communauté des intervenants, les écoles, les CPE, les intervenants sociaux, l'université, les cégeps, ça implique tout le monde. Puis je pense que si on devait comprendre une chose, à mon sens, si on devait retirer quelque chose de l'ECDEM, c'est de savoir s'inspirer des gens qui ont mis en place des choses, des gens qui ont fait des affaires qui étaient intéressantes, utiles, efficaces. On va entendre parler de deux initiatives communautaires tantôt qui sont les plus intéressantes. Comment est-ce qu'on fait pour communautairement que ces expériences-là puissent s'inscrire pas uniquement dans des projets pilotes, mais dans quelque chose qui va affecter l'ensemble de la communauté, justement pour qu'on ait moins de secteurs rouges, moins d'enfants qui viennent des secteurs rouges. Ça serait quelque chose. Ça me paraît être un projet communautaire vraiment intéressant. Chaque fois que je me retrouve devant les données de l'ECDEM, c'est à ça que je pense. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui pratiquement va... Je peux vous dire, on pourrait avoir toutes les maternelles 4 ans du monde entier, ça ne va pas changer les quartiers rouges. Je peux vous assurer, la recherche ne va pas dans ce sens-là. Ceci étant dit, il y a des choses qu'on peut apprendre de la littérature, des études qui ont été faites avec les maternelles 4 ans qui peuvent nous inspirer pour des événements communautaires qu'on pourrait implanter, des choses qu'on pourrait faire. Je vous laisserai là-dessus. Merci.